Après avoir organisé Noël, j'ai ouvert mon coffre-fort. Mon argent de secours? Disparu. Mon père a dit, nous l'avons donné à ta sœur. Elles fondent une famille. Mes mains étaient froides. J'ai appelé mon avocat cette nuit-là. Le lendemain matin, quelques courriels ont été envoyés. Certains comptes ont été examinés. Cet après-midi-là, ma sœur a appelé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement dit, tu devrais peut-être consulter ta boîte de réception. Noël était censé être calme cette année. J'ai reçu pour une fois, non pas parce que je voulais me vanter, mais parce que je pensais que peut-être si j'apportais la chaleur, il se souviendrait comment la conserver. J'ai cuisiné, j'ai nettoyé, j'ai acheté des cadeaux pour des nièces et neveux qui se souvenaient à peine de mon nom. Mon père était assis au bout de la table comme une statue en velours côtelé. Ma sœur flottait à travers la pièce, prenant des photos pour ses stories. Et ma mère? Elle était occupée à chuchoter derrière des serviettes pliées, trop distraite pour me demander comment j'allais. Personne ne m'a remercié, ni pour la nourriture, ni pour la maison, ni même pour les avoir laissés rester 2 nuits de plus quand leur plomberie a soudainement lâché. J'ai souri à travers tout ça. J'ai laissé passer. Je pensais que peut-être, si je ne ramenais pas tout à moi, ils finiraient par me voir quand même. Ils ne m'ont pas vu. Ce n'est que lorsque tout le monde fut parti, quand les dernières aiguilles de pain avaient été aspirées et les verres à vin empilés dans le lave-vaisselle, que je suis allé vérifier le coffre-fort. Non pas parce que j'étais inquiet, juste par habitude, juste quelque chose que je faisais quand la maison se vidait et que le silence s'installait. La combinaison a cliqué doucement. La porte s'est ouverte. Et l'argent avait disparu. De l'argent de secours. 14 000 $. Pas des fonds de retraite, pas un investissement, juste de la sécurité, le genre d'argent que l'on garde au cas où le monde vous oublierait. Et il l'avait fait. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, à fixer l'espace vide comme s'il pouvait s'excuser. C'est à ce moment-là que mon père est entré, s'essuyant les mains sur un torchon comme s'il vivait ici. Nous l'avons donné à ta sœur, a-t-il dit sèchement. Elles fondent une famille. Mes mains sont devenues froides. Pas un nous l'avons emprunté. Pas un elle avait besoin d'aide. Pas même un avertissement. Ils ont ouvert mon coffre-fort, pris mon argent de secours, l'ont donné, et n'ont pas pensé que je méritais de le savoir. Je n'ai rien dit. Je suis juste allé dans le couloir, me suis assis sur le banc près du porte-manteau, et j'ai sorti mon téléphone. Un appel. Mon avocat a répondu à la deuxième sonnerie. Bonsoir, a-t-il dit. Quelque chose ne va pas? Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a marqué une pause, puis a dit, je commence la trace écrite ce soir. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. J'ai raccroché. L'heure qui a suivi a été un flou. Quelques courriels ont été envoyés. Certains comptes ont été examinés, des choses discrètes, des choses froides, rien de dramatique. Pas encore. Cet après-midi-là, ma sœur a appelé. Sa voix était aiguë, frénétique, déjà à moitié en pleurs. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai même pas soupiré. Tu devrais peut-être consulter ta boîte de réception, ai-je dit, et j'ai raccroché. Elle a envoyé un autre texto, puis un autre, puis finalement, tu montes ça en épingle. Il était juste là. Comme si les fonds d'urgence se matérialisaient à partir de rien. Comme si les coffres-forts s'ouvraient tout seuls. Je suis resté assis, immobile, mon café devenu froid, l'ordinateur portable brillant doucement sur mon bureau, les fils de courriel s'allongeant de minute en minute. Je ne répondais pas encore. Je me souvenais, pas seulement de ce vol, mais de tous. Le coffre-fort n'était pas une trahison, c'était la confirmation d'un schéma trop profond pour être ignoré. Et une fois qu'on le voit, on ne peut plus l'ignorer. Une semaine avant son mariage, ma carte a été débitée de 9 800 $. Tu n'as ni conjoint ni enfant, autant te rendre utile. Les demoiselles d'honneur ont ri. Elle a eu un sourire narquois. J'ai souri en retour et répondu, alors j'espère que vous me trouverez très bientôt inutile. Ils ont pris l'argent comme si c'était de l'air, et quand j'ai tout annulé, ils m'ont traité de vindicatif. J'avais couvert l'hypothèque une fois, juste un paiement relais, disait-il. Puis je les ai surpris en train d'acheter des meubles de patio une semaine plus tard. J'ai remboursé son prêt auto en 2021. Elle a posté un selfie le même jour avec la légende, rien n'est plus agréable que l'indépendance financière.
Elle ne m'a même pas identifié. Chaque fois que je donnais, ils effaçaient l'origine. Chaque fois que je gardais le silence, ils donnaient l'impression d'avoir construit l'échelle eux-mêmes. Je me suis souvenu de la voix de ma mère quand j'ai proposé de co-signer leur refinancement, « Tu es le seul sur qui nous pouvons compter ». Elle l'a dit comme un compliment, mais c'était une sentence. Et maintenant, ce geste, prendre dans le coffre-fort, était la note de bas de page finale. Je n'étais pas le fils qu'on s'attendait toujours à voir soutenir, pas à être vu. Chaque flashback frappait avec une nouvelle clarté, le réveillon de Noël, ma place donnée à un voisin, tu seras bien dans la cuisine, le dîner d'anniversaire à ceux qui comptent vraiment, la rénovation du jardin, 12 400 $, effacé par un texto, ne sois pas dramatique. Les cartons réponses de ma sœur, mon nom comme adresse de retour, son mariage, ma ligne de crédit, le message vocal de papa, c'est peut-être mieux que tu ne viennes plus. Chaque scène n'était pas un moment, c'était un point de données. Je faisais fonctionner tout le système, il ne faisait qu'encaisser les dividendes. Et le plus terrifiant ? Ils ne le cachaient même plus. Ils étaient devenus si à l'aise de m'utiliser qu'ils avaient cessé de prétendre que j'en faisais partie. Et pourtant, une petite partie de moi voulait qu'ils s'arrêtent avant qu'il ne soit trop tard. Je n'espérais pas d'excuses. Je voulais juste une hésitation et une pause, un signe qu'ils savaient qu'ils avaient franchi une ligne. Mais personne n'a même scié, ni elle, ni lui, ni personne. Alors j'ai pris une décision, plus de flashbacks, plus de schémas, plus de sabotage poli. J'en avais fini d'être utile. Je n'allais pas argumenter. J'allais passer à autre chose et les laisser faire face au vide qu'ils n'avaient jamais remarqué. Cette nuit-là, après l'appel de ma sœur, je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas essayé de récupérer ce qui avait été pris. Je me suis récupéré moi-même. Les courriels que j'ai envoyés après avoir raccroché n'étaient pas impulsifs, ils étaient précis, une liste de contrôles que j'avais mentalement rédigée pendant des années sans m'en rendre compte. Le premier était pour mon avocat, préparer les documents de dissociation formelle. Retirez-moi de tous les comptes joints. Commencer l'examen de la protection des actifs. Le deuxième, mon conseiller financier, déplacer tous les actifs liquides dans une fiducie protégée. Famille immédiate exclue. Le troisième, mon comptable, auditer tous les paiements liés à la famille des 5 dernières années. Signaler ceux non autorisés. Préparer les documents justificatifs. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de reprendre mon infrastructure. À minuit, j'étais connecté au système de la petite entreprise informatique que j'avais bâtie de zéro, la même entreprise qui gérait discrètement les systèmes de sécurité de la maison de mes parents, leur sauvegarde sur le cloud, leur forfait mobile, les licences logicielles de leur cabinet comptable, le tout sous l'égide de mon entreprise, tout gratuitement, tout sans reconnaissance. J'ai d'abord désactivé leur caméra cloud, puis les serrures automatisées, puis le thermostat intelligent dont ils se vantaient à chaque dîner de famille. J'ai redirigé la configuration DNS, désactivant le contrôle à distance de leur réseau domestique. Plus d'accès au Wi-Fi que j'avais construit pour eux, plus de dépannage d'urgence lorsque leur imprimante tombait en panne. Ensuite, le forfait téléphonique familial partagé à 5 lignes, la mienne, les leurs, et celle de ma sœur. Je n'ai pas annulé. J'ai transféré la propriété de toutes les lignes à leur nom. S'ils n'acceptaient pas dans les 72 heures, le service serait suspendu. Ils recevraient la facture. Fini les appels gratuits, fini que je subventionne l'infrastructure de communication de la famille. Puis je me suis souvenu des plateformes de streaming. J'ai cessé de soutenir leurs services et les ai laissés se débrouiller seuls. C'était la plus petite des choses, mais ça allait piquer. Le matin, les textos ont commencé à arriver. Ma sœur, pourquoi les caméras de sécurité sont-elles hors ligne? Je n'arrive pas à me connecter. Mon père, la société de crédit hypothécaire a appelé. Qu'est-ce que tu as fait? Ma mère, tu ne fais pas ça sérieusement, n'est-ce pas? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ils ne demandaient pas, ils exigeaient que le système revienne en ligne. Mais le système, c'était moi. Et je me déconnectais. Vers midi, ils ont appelé. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu que l'icône de la messagerie vocale apparaisse. La voix de mon père, résolvons ça calmement. Parlons comme des adultes. J'ai éclaté de rire. Il revenait toujours à cette phrase, parler comme des adultes après être resté passif pendant que j'étais volé, mis à l'écart, effacé. Le soir, ma sœur a de nouveau envoyé un message, Netflix ne marche pas. Répare ça.
J'ai répondu, tu as dit que tu n'avais pas besoin de moi. Pas d'émoji, pas de ponctuation, juste un fait. Mais je n'avais pas fini. Je me suis connecté au système informatique de leur cabinet comptable. Ils n'avaient aucune idée que j'avais toujours un accès administrateur. Ils pensaient que je l'avais mis en place il y a des années comme une faveur familiale et que j'avais laissé tomber. Ils ne savaient pas que j'avais discrètement maintenu leur protection de pare-feu, leur mise à jour logicielle et leur sauvegarde chiffrée par le biais de mon entreprise. Ils ne savaient pas que le domaine était enregistré à mon nom. J'ai désactivé la licence du logiciel. J'ai envoyé un avis via leur tableau de bord d'administration, à compter de maintenant, la maintenance pro bono du système est terminée. Veuillez contacter votre nouveau fournisseur informatique pour organiser la continuité du service. Je me suis déconnecté. J'ai attendu. 30 minutes plus tard, les messages vocaux ont doublé. Le matin, la clinique de mon oncle, également sur l'infrastructure historique de mon entreprise, a appelé ma ligne personnelle en panique. Le système était en panne. Il ne pouvait pas accéder au dossier des patients. Le logiciel de facturation était hors ligne. Tout ce qui faisait fonctionner leur entreprise avait été discrètement soutenu par moi. Je ne l'ai pas saboté. Je ne l'ai pas fait planter. J'ai simplement retiré le support. L'échafaudage numérique s'est effondré parce qu'ils n'en avaient jamais construit un eux-mêmes. Ma cousine Ellie m'a envoyé un message cet après-midi-là, « As-tu vraiment tout retiré ?» J'ai répondu, « Je me suis retiré moi. » Le reste est tombé de lui-même. Elle n'a rien demandé d'autre. Au lieu de ça, elle a appelé. Nous avons parlé pour la première fois en un an. Elle m'a dit ce que je soupçonnais déjà, que mes parents avaient essayé de déformer l'histoire, prétendant que j'étais devenu fou, que j'étais mentalement instable, que j'étais jaloux. Classique. Mais cette fois, Ellie n'y a pas cru. Elle n'était pas la seule. J'ai envoyé des copies de la documentation aux membres de la famille qui comptaient non par dépit, mais par précision. Je n'ai pas fait de commentaires. J'ai envoyé les journaux d'audit, les registres de paiement, les captures d'écran montrant mon nom sur l'architecture du système. J'ai inclus une simple note, je veux juste que vous sachiez la vérité. Aucune réponse n'est nécessaire. Cette nuit-là, mon père a de nouveau envoyé un texto, tu as fait passer ton message. Ça suffit maintenant. Mais il ne s'agissait pas de faire passer un message, il s'agissait de mettre fin au schéma. J'ai révoqué l'accès au box de stockage familial, celui que je payais discrètement depuis 3 ans, qui contenait les outils vintage de mon père et toutes les décorations de Noël qu'ils aimaient exhiber. Bail résilié. Serrure changée. J'ai ensuite appelé la société de crédit hypothécaire, me retirant comme co-emprunteur de leur refinancement. La représentante a marqué une pause au téléphone. Vous comprenez bien que cela déclenchera probablement un examen de saisie, a-t-elle demandé prudemment. Je comprenais. J'ai confirmé le retrait. 3 heures plus tard, ma mère a envoyé un texto, la société de crédit hypothécaire a appelé. Répare ça. Répare. Toujours ce mot. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré tous les fonds restants du compte d'urgence partagé vers une nouvelle fiducie, verrouillée, protégée, accessible uniquement par moi. Les messages sont devenus frénétiques. Ma sœur, tu surréagis. Ma mère, la famille, c'est tout ce que tu as. J'ai fixé ce dernier message pendant un moment. Puis j'ai tapé en retour, j'avais une famille. Je n'en fais plus partie. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, j'ai appelé mon avocat pour lancer le processus de dissociation légale de leurs entités commerciales. Je ne voulais même pas de responsabilité résiduelle. Je ne voulais rien qui puisse me lier à leur infrastructure en train de couler. Mon avocat, toujours méthodique, a marqué une pause. Voulez-vous leur envoyer un avis formel de rupture, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Laissez-les sentir le silence. Laissez-les découvrir ce que c'est quand l'échafaudage disparaît, quand la personne sur laquelle ils ont bâti leur système s'en va tout simplement. Quand les appels restent sans réponse, quand les mots de passe ne fonctionnent pas, quand le filet de sécurité a disparu. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable, ni de partir, ni de laisser la structure s'effondrer, ni de finalement me soustraire au poids qu'ils m'avaient fait porter. Ils n'ont pas perdu leur fils ce jour-là, ils ont perdu leur système. Et je n'allais pas le réinstaller. Je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait sans s'arrêter, non pas des dizaines, mais des centaines, d'appels, de textos, de messages vocaux s'accumulant, tous provenant des personnes que j'avais appris à appeler ma famille.
Ils étaient en mode panique, et chaque message ressemblait à une balle. Le message de maman, tout en majuscule, sans ponctuation, QAS-tu fait nous souffrons s'il te plaît répare CCDIA avant que les choses n'empirent. Le message vocal de papa était une diatribe, Théo il ingrat. Après tout ce que j'ai fait, tu fais ça? J'espère que ça en valait la peine. Il l'a laissé en boucle. Le texto de groupe de ma sœur aux parents, il agit de manière irrationnelle. Il a retiré tout soutien. Ne lui faites pas confiance. Il était marqué comme urgent et avait 12 coches bleues. Il pensait que s'il criait assez fort, quelqu'un céderait, mais le silence est l'accusation la plus forte, et j'en étais passé maître. Ce matin-là, j'ai lu la séquence, texto de pression de ma sœur arrête ça ou je rendrai public des informations privées, menaces légales et des avocats représentant mes parents exigeant le rétablissement des services et l'annulation des transferts de fiducie, appels émotionnels éteignaient son peur. Nous sommes dans le pétrin. Nous avons besoin de retrouver notre maison. Tout ce à quoi je m'attendais, prévisible, systématique. Pourtant, tout partait d'un seul endroit, la peur de la responsabilité, la peur de perdre ce qu'il tenait pour acquis. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas débattu. J'ai observé. 1 heure plus tard, mon avocat a transféré la mise en demeure officielle de l'avocat de ma sœur, exigeant que je cesse toute perturbation des services sous peine de mesures d'injonction et de conséquences non spécifiées. Il a ajouté, ils poursuivront en justice si nécessaire. La note de mon avocat était calme, ils peuvent déposer une plainte. Voyons s'ils le font. Vos actions étaient légales, documentées, justifiées. Je me suis penché en arrière, le cœur stable. La tempête avait commencé, mais les tempêtes finissent par s'essouffler. En milieu d'après-midi, la famille ralliait des alliés. Oncle Chris, leur ami banquier, a texté, tu sais que les frais de justice les ruineront. Réfléchis à 2 fois. Une tante a publié des messages vagues sur les valeurs familiales sur Facebook, insinuant que j'étais toxique, égoïste, immature. Ils étaient collectivement nerveux. Ils essayaient de jouer les victimes. Ils se sont serrés les coudes, mais j'avais déjà publié les documents. J'ai téléchargé une version sécurisée des journaux d'audit et des transcriptions sur une Dropbox légale privée, accessible uniquement à un avocat tiers neutre. Chaque transaction, chaque examen de compte, chaque fil de courriel, enregistré de manière transparente, horodaté, prêt pour la communication des pièces. Puis les médias ont commencé enfin, pas les médias, mais la rumeur. Des connaissances de la famille m'appelant pour des détails, des amis me disant qu'ils avaient reçu des versions transférées de nos discussions de groupe. Mon monde s'est étendu à leur commérage. Ce soir-là, j'ai vu le crescendo, le courriel de l'avocat de ma mère exigeant une injonction, une conformité d'urgence, des dommages et intérêts. La lettre sèche de papa revendiquant une détresse émotionnelle, une atteinte à la réputation, un abus de confiance. Ils m'ont entièrement imputé la faute. Ils ont masqué cela avec de l'amour, nous avons seulement fait ça pour elle. Pour qu'elle commence. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. La manipulation classique. Leur version, nous avons donné l'argent. Il nous a exposés de sang-froid. Leur pression montait, mais en dessous, c'était absurde. Ils ont forcé mon coffre-fort, pris mon argent, m'ont coupé les ponts, et m'ont reproché de me rebeller. J'ai jeté un coup d'œil à la boîte de réception pleine de demandes. Puis j'ai tout transféré à mon avocat et j'ai répondu, en cours d'examen. Mes prochaines étapes seront guidées par mon conseil. D'ici là, je reste ferme dans ma décision. L'infrastructure est hors service. La confiance est rompue. Je n'ai pas ajouté de signature. Je n'ai pas adouci le ton, car il n'y avait plus de place pour la chaleur. Plus tard dans la nuit, ma sœur a de nouveau texté, si tu te souciais vraiment de cette famille, tu ne t'abaisserais pas à des tactiques juridiques. Tu n'aurais qu'à rendre. J'ai marqué une pause. J'ai tapé, j'ai tout donné. Vous l'avez pris 2 fois. J'ai appuyé sur envoyer. Et puis, le silence. Non pas le silence électrique et menaçant de la menace, mais le vide absolu et retentissant où se trouvait autrefois un lien. Leurs voix se sont estompées. Leur système gisait en sommeil. Leurs défenses ont commencé à se fissurer. Mais plus important encore, ils savaient que je ne reviendrais pas aux anciennes règles, les règles qu'ils avaient écrites sans me demander mon avis. Les lumières de Noël étaient débranchées dans le sous-sol. Les caméras hors ligne. Les disques partagés inaccessibles. En vérifiant mon téléphone, il n'y avait aucun appel, aucun texto,
aucun plaidoyer laissé sans être vu. Parce qu'au centre de cette tempête, il n'y avait pas de colère, il y avait des conséquences. Ils ont créé un système. Je l'ai démantelé. Et maintenant, ils faisaient face aux retombées sans même savoir comment construire une nouvelle structure sans moi. Ils sont venus à ma porte comme s'ils arrivaient pour une trêve tous les trois, ma mère, mon père, ma sœur, debout sur le porche, habillés comme le deuil. Pas habillés pour la guerre, pas habillés pour les excuses, juste soignés, préparés. Maya a ouvert la porte. Elle ne les a pas invités à entrer. Elle a juste dit, vous pouvez rester là. Je suis resté assis. Je pouvais entendre la voix de ma mère se briser avant même qu'elle ne commence à parler. Nous ne sommes pas venus pour nous battre. Nous voulons juste parler. Maya s'est écartée, laissant les mots flotter dans l'air comme la fumée d'un incendie qui avait déjà réduit la maison en cendres. J'ai levé les yeux. Je me suis finalement levé. Papa a parlé le premier, tu as l'air fatigué, mon fils. Je n'ai pas répondu. Maman a pris le relais, d'une voix répétée et tremblante, nous avons fait des erreurs. Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. Tu as tout coupé. Tu n'étais pas obligé de rendre ça si définitif. Puis elle a ajouté, la phrase qu'ils avaient tous préparée, nous avons besoin de toi. La voilà, Pav, tu nous manques, Pav, nous sommes désolés, juste besoin, comme si j'étais encore un service, une fonction, une solution. Je me suis avancé, Maya toujours à mes côtés. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de ce que je vous ai donné, et ça, c'est parti. La voix de papa est devenue dure. Cette famille s'effondre sans toi. Ce n'est pas une famille, ai-je dit. C'est un modèle économique. Ma sœur s'est avancée, en colère maintenant. Alors tu vas tout jeter par-dessus bord, pourquoi? Une mauvaise soirée? J'ai ri une fois, un rire bref et froid. Ce n'était pas une soirée. C'était 2 décennies. Vous m'avez traité comme un secours, comme une infrastructure, comme un fusible que vous pensiez pouvoir toujours réinitialiser. Mais le courant est coupé. La voix de maman s'est brisée en vraies larmes, nous ne voulions pas te faire de mal. Nous étions dépassés. Nous ne savions pas tout ce que tu faisais. Je l'ai fixé. Cette phrase, nous ne savions pas, elle a atterri comme une gifle. Vous n'avez pas demandé parce que vous vous en fichiez. Ça fonctionnait. C'était suffisant. Papa a réessayé, plus doucement maintenant. Tu es notre fils. Nous t'avons élevé. Tu nous dois un peu d'humanité. Non, ai-je dit. Vous m'avez élevé pour que je croie que je vous devais tout. Vous l'avez dépensé. C'est parti. Silence. Le vent soufflait plus fort maintenant. Il était froid, vif, comme la vérité. J'ai fait un pas de plus pour qu'ils entendent chaque mot. Je ne suis pas parti à cause de l'argent, je suis parti parce que vous ne m'avez jamais vu, seulement ce que je pouvais fournir. J'ai regardé ma sœur en dernier, tu n'as pas seulement perdu les avantages. Tu as perdu le lien. Puis je les ai tous regardés, vous n'étiez pas cruel. Vous ne me voyez tout simplement pas. Et j'ai fini de payer le prix pour ça. Maya a lentement refermé la porte derrière eux. Ils n'ont pas frappé à nouveau. Je suis resté dans ce silence, et pour la première fois, il ne m'a pas semblé vide. Il semblait propre, clair, définitif. Ils n'ont pas pleuré en partant. Ils n'ont pas supplié. Ils sont juste restés là, stupéfaits, parce qu'ils ont réalisé la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient jamais, que je pouvais partir, que je ne reviendrais pas, que je le pensais vraiment.